utilise la méditation, c'est pas pour voir ce qui se passe, c'est pour voir comment on voit ce qui se passe. Le temps, il n'existe pas. Nous le faisons exister. Passé, présent, futur. Donc c'est pour ça que quand nous voulons comprendre comment nous fonctionnons, nous devons aussi regarder si c'est logique ou pas. Posture, bougez un petit peu si vous sentez qu'il y a des tensions, essayez de vous masser, de changer de posture s'il le faut. Donc l'objectif de la méditation, c'est pas rester comme une pierre immobile. Là on reste immobile, c'est juste pour préparer un petit peu un certain terrain pour qu'on puisse utiliser ce terrain dans la vie de tous les jours. Parce que là, c'est juste ouvrir la conscience, prendre conscience de ce qui se passe, que ce soit les sons, les mouvements que vous observez autour de vous, les mouvements que vous réalisez avec votre corps aussi, que ce soit la respiration ou bien certains petits mouvements. Des fois, on bouge mais sans le savoir. Dans cette posture, il y en a des tendances énergétiques, des tendances musculaires qui pourraient en fait nous basculer petit à petit. Mais on ne voit pas ça. Pour se voir, il faudrait peut-être mettre un miroir devant nous, dessiner un trait au milieu de ce miroir et voir si on est décalé ou non de ce trait, par exemple. Et donc, pareil, on pourrait demander à quelqu'un de prendre une photo avant de rentrer dans la pratique, notre posture, et voilà, avec peut-être des lumières pour voir nos ombres, et après prendre une autre photo un petit peu plus loin, et voir si on n'est pas décalé. Après, ces mouvements-là, dans notre pratique de méditation, dans cette posture, on va dire que c'est logique dans un sens. Mais c'est pas logique de ne pas prendre conscience. Et c'est comme si vous dites du mal à une personne qui est devant vous. C'est pas logique de ne pas prendre conscience de ce que vous êtes en train de dire. Et donc votre logique, c'est de voir la personne souffrir. Eh bien, c'est pareil dans la pratique. Lorsqu'on médite, on est tellement focalisé sur quelque chose qu'on ne voit pas qu'on bouge. Et donc, quand on utilise la méditation, c'est pas pour voir ce qui se passe. C'est pour voir comment on voit ce qui se passe. Et c'est comme si vous courez, vous voyez la ligne d'arrivée. C'est pas pareil que si vous courez et que vous voyez courir. Donc quand vous méditez, c'est de vous voir bouger. Et ça fera la différence dans toutes les formes de méditation que vous pourrez réaliser, que ce soit sur le bien-être, que ce soit... Tant que vous ne vous regardez pas faire, c'est-à-dire être en mouvement, vous ne pourrez pas vous changer. Et ça, c'est ce qu'on nous apprend dans la pratique méditative bouddhiste.
c'est changer, transformer. Ah. Et donc, on a besoin de cette formalité de la méditation pour le faire. Mais encore une fois, s'il n'y a pas cette attention qui dit « Pourquoi tu es parti trop loin ?» eh bien, on ne pourrait pas revenir sur ce qu'il faut, sur l'instant, pour observer réellement, vous, ce qui se passe. Donc, vous avez besoin de cette attention quand vous méditez, de voir, de pointer votre conscience pour voir, là, vous êtes juste en train de regarder votre bien-être et de ne pas voir comment vous avez apporté ce bien-être, le chemin que vous avez parcouru pour réaliser cet état de bien-être. Ça fait la différence entre personnes qui pratiquent juste pour le bien-être, mais il est bien, donc il a gagné, il va rester dans cet état de confort, de bien-être. Une personne qui veut comprendre comment fonctionne cet état de bien-être. Donc voilà un petit peu on va dire la posture de la méditation qu'on rentre dans cette forme de méditation. Alors quand ça va vite, on a toujours plus de mal, ce qui est normal. Quand on conduit vite, on a du mal à voir le détail du décor, ce qui est logique. C'est comme quand vous filmez avec un téléphone, s'il n'y a pas de stabilisateur, vous allez faire un mouvement très lent. Si vous faites un mouvement trop rapide et que vous regardez le film que vous avez réalisé, ça fait mal à la tête. Et donc, c'est normal dans un sens. Quand vous balayez vite les choses, eh bien, vous voyez pas clairement. C'est dans ce sens-là. Mais on peut, dans un sens, affiner notre conscience, notre vision des choses, même si on va vite. C'est comme ça qu'on peut attraper l'émotion. Et quand l'émotion s'élève, vous êtes parti avec. Vous n'avez pas cet espace, ce ralenti, on pourrait dire, à ce moment-là, de dire « je prends conscience que je le suis ». C'est-à-dire que je suis dans l'émotion. Je prends conscience que je suis dans l'émotion. Et cet espace-là, ce moment-là, me permet de dire « c'est OK ». Mais si je n'ai pas cet espace pour dire que c'est OK, eh bien c'est pas OK. C'est pour ça que je suis parti avec. Donc, quand nous méditons, en fait, il n'y a pas de ralenti. Il y a juste parce qu'on n'est pas pressé. Intérieurement, nous ne sommes pas pressés. Imaginez, vous avez un train à prendre d'ici 30 minutes. Et je vous demande de rester méditer 20 minutes. Là, c'est pas au ralenti. Vous voyez, c'est juste ici. Le temps, lui, il bouge pas. Le temps, d'ailleurs, il n'y a même pas le temps si on regarde les choses sous un autre angle. Le temps, il n'existe pas. Nous le faisons exister. Passé, présent, futur. Il y a un temps où on peut prendre en main. Il y a des temps où on ne peut pas prendre en main. Le temps que vous prenez en main, c'est le présent. Vous pouvez le tenir. C'est là. Mais le futur, vous courez. Vous voulez attraper quelque chose que vous ne pouvez jamais attraper. Le futur, vous ne pouvez jamais l'attraper. Parce que dès que vous attrapez le futur, il devient présent. Donc il n'y a plus de futur. Vous voyez, c'est quand même très particulier comme logique pour nous de fonctionner comme ça. Donc c'est pour ça que quand nous voulons comprendre comment nous fonctionnons, nous devons aussi regarder si c'est logique ou pas. Celui qui a beaucoup de projets, il peut vivre l'instant présent dans les projets, mais il peut vivre aussi dans le futur avec les mêmes projets. Donc la posture de vivre chaque instant,
et la posture de vivre tous les instants qui sont devant nous. Ça fera la différence entre quelqu'un qui apprécie. C'est une forme d'appréciation, en fin de compte, quand nous méditons. Quand vous appréciez un équilibre, quand vous appréciez votre respiration, un bruit, par exemple, quand vous appréciez chaque moment et que vous ne laissez pas l'espace au mental apprécier à votre place, eh bien vous vivez. Mais si vous laissez un espace où votre mental s'insère et il va construire toute une histoire derrière, là vous n'avez plus cet espace pour vous et donc vous vous déconnectez de la pratique. C'est une manière de dire vive l'instant présent. C'est cette manière-là. Vous voyez, et à chaque fois que vous allez vivre l'instant présent, vous n'avez pas besoin de réagir. Parce qu'elle est là. Si vous réagissez, vous vous décalez. Tout simplement. Donc, si vous réagissez et que vous vivez l'instant présent dans la réaction, si vous voyez que vous réagissez, là, vous reconnectez à la pratique de l'instant présent. Et donc, ce mouvement de dire « je prends la Porsche » ou « je prends le vélo » vient tout simplement de notre concept temporel et de l'importance qu'on donne à ce concept temporel. Si le futur n'est pas important pour vous, pourquoi vous allez le fixer? Si vous dites que le présent est plus important pour vous, il n'y a pas besoin de fixer puisqu'il est là, avec vous. Donc, quand vous méditez, c'est pareil. Il y aura forcément des mouvements ici. Si je demandais à toutes les personnes présentes, qui a réussi à ne pas penser? Ah, on est tous d'accord. Mais si vous arrivez à vous dire, ben, j'ai pensé, mais j'ai vu ce que j'ai pensé, là vous méditez. Mais si vous êtes dans vos pensées, là vous rêvez. Donc vous êtes dans vos illusions. C'est pour ça que nous pouvons méditer, que ce soit ici avec un cadre où on se sent bien, où on peut prendre le vélo, ou dehors, que vous prenez votre Porsche, vous pouvez vivre l'instant présent, être attentif, être vigilant, savoir qu'il y a un feu, savoir qu'il y a une personne. Même si vous voyez un peu flou, prenez conscience que vous voyez flou. C'est en prenant conscience que vous voyez flou que les choses deviennent claires, tout simplement. Parce que vous voyez clair, le flou. Le futur se construit à partir du présent. Ça, si on conçoit les 3 temps comme ça, passé, présent, futur. Parfois, on construit le présent avec le passé. Et parfois, on construit le futur avec le présent qui se construit avec le passé. Ce qui veut dire que le futur se construit avec le passé. Donc, comment on peut construire un futur avec le passé? Eh bien, à cause de nos tendances, à cause de nos habitudes, à cause de nos fixations qu'on ne veut pas lâcher. Vous voyez? Et donc c'est pour ça que si vous voulez construire réellement le futur, vivez complètement le présent. Ne formulez pas de passé pour dire au présent je vais changer. Regardez si cette action présente vous permet de construire correctement votre futur. Action présente, ça veut dire animée de qualité. Si vous faites une action bienveillante, jamais vous allez faire souffrir qui que ce soit. Donc vous n'avez pas besoin de regarder le passé pour dire « j'étais pas bienveillant, donc aujourd'hui je dois être bienveillant ». Non, vous n'avez pas besoin de dire ça. Vous avez juste besoin de dire avec votre attention « est-ce que cette action impacte sur l'équilibre des autres ?» Une parole, une réaction.
Oui, vous avez besoin juste de ça. Le passé restera toujours derrière vous. Mais si vous le ramenez pour vivre le moment présent, c'est impossible. Parce que les choses ont évolué, ont changé, les conditions aussi. Donc c'est ça qui n'est pas logique. On construit le futur avec le présent. Et le présent, c'est la conscience et l'attention. C'est cette attention et cette conscience qui nous permet de dire c'est adapté ou non. Et si c'est adapté, on le fait. Si c'est pas adapté, on peut le faire et puis réajuster derrière. Ce que j'ai dit, je m'en excuse. Donc je réajuste. Oui, l'émotion, vous dites, ok, c'est parti, mais vous réajustez. Vous dites, je sais que je vais dire du mal de la personne. Je le sais, c'est parce que j'ai pris conscience de ce que je vais dire, mais je vais aller m'excuser derrière. Et ça, c'est une forme de méditation, en quelque sorte. Et ça, c'est freiner les choses, vivre chaque moment, prendre conscience de chaque instant, poser une attention juste sur soi. Et en fin de compte, nous méditons. À travers la vie, à travers notre expérience, nous méditons. Donc la Porsche, on peut la conduire. On va reprendre la posture. Donc, la colonne vertébrale, le cou, la tête, même prolongement. Alors, les personnes qui sont sur les tabourets, essayez de ne pas vous adosser. Essayez simplement. Voilà, soyez vraiment libre de corps pour garder la colonne vertébrale sans support. D'accord. Et si vous sentez qu'il y a un peu de tension, un peu de douleur au niveau du dos, vous pourrez reprendre votre dossier ou le mur pour rétablir quelque chose de confortable pour vous. Et quand vous sentez que c'est trop confortable, c'est bien confortable, on va reprendre la posture. Donc vous détachez du dossier, vous reprenez cette posture droite. Donc tout ce qui s'élève intérieurement, pensée, réflexion, sensation, des projections d'idées, de perceptions, retour vers le passé, avancer vers le futur. La conscience est là juste pour observer. Il n'y a rien d'extraordinaire, rien d'important dans tout ça. Vous laissez les phénomènes intérieurs vivre, s'élever, juste accueillez, acceptez et laissez-les partir, sans réaction. Ça va pour tout le monde? Pas trop difficile? Est-ce que vous trouvez le ton long? Est-ce que vous trouvez la posture difficile? Ou tout va bien? Donc
évidemment, ici à la pagode, on fait des sessions de 10 minutes pendant ce laps de temps. C'est pas suffisant. Pour ceux vraiment qui veulent on va dire avoir des résultats ou des changements plutôt, des changements intérieurs, des changements peut-être d'attention aussi, de direction de l'attention. Ceux qui veulent vraiment acquérir cette possibilité, il faudra s'entraîner. S'entraîner de manière récurrente, régulière, pour vraiment connecter à cette essence de la conscience, sur vous. Donc, régulière, c'est-à-dire tous les jours. Essayez de le faire de manière, même au niveau de la période que vous allez mettre en place pour pratiquer, et de respecter cette période-là. C'est comme si vous lancez un démarrage de quelque chose, bien, il faut lancer avec les bonnes conditions. Il faut surveiller aussi ce démarrage-là. Donc, ça, c'est dans toute chose, c'est pas uniquement dans la méditation, mais la méditation, c'est particulier, puisque ça touche ce qui se passe là. Donc, on a des tendances de vie où on part dehors. On a ces tendances-là de toujours vivre dehors, vivre à l'extérieur, vivre avec les autres, vivre avec nos activités. Et donc c'est compliqué de revenir ici. C'est pour ça qu'on fait les choses de manière régulière pour maintenir ce rythme. Quand vous démarrez la voiture, vous n'allez pas démarrer 10 fois, une seule fois. Mais il faut avoir les bonnes conditions. De l'essence, un moteur qui fonctionne, une mécanique qui fonctionne, une manière de démarrer. Donc il faut ces conditions-là. Et méditer, c'est pareil. Il faut que vous ayez ces conditions. Mais quand vous avez bien démarré, tout se passe très naturellement. C'est plutôt le démarrage qui est un peu long. Je pense que ceux qui ont médité pour les débuts, on a tous traversé ces pensées de paresse. Il faut se réveiller le matin, se poser, changer nos habitudes en fin de compte. Quand vous vous levez à 7 heures du matin pour aller travailler, là, il faut se réveiller un peu plus tôt. 6h45 par exemple. Donc, pour anticiper les accidents. Voilà, donc je pense qu'il faut vivre les choses et vous essayez d'ajuster pour que ce soit en accord avec vous-même. Alors si vous partez d'emblée 15 minutes pour méditer, donc je dois me réveiller 15 minutes avant, et ces 15 minutes, c'est très important pour mon sommeil, ça c'est perdu d'avance. Si vous dites j'ai perdu 15 minutes de sommeil, là ça va être compliqué. C'est pour ça que c'est important, vous, d'être en accord. Si ce n'est pas un moment de méditer, donnez-vous l'espace qu'il faut, le temps qu'il faut pour dormir. C'est-à-dire si vous dites, voilà, ces 3 mois, au niveau de mon activité professionnelle, c'est très intense, j'ai besoin de me reposer, de dormir, eh bien vous allez vous donner ça, respecter ça. Et quand il y a un peu plus de souplesse, un peu moins de tension dans vos activités, ben là, vous allez vous donner ce temps-là. C'est-à-dire vous allez vous réveiller un peu plus tôt et mettre en place cette pause méditative. Alors, on va faire une 3e session. Alors, cette 3e session, j'ai posé des conditions. Quand vous allez méditer,
prenez un objet de méditation et concentrez-vous sur cet objet. Vous choisissez n'importe quel objet. C'est vous qui voyez. Je ne vais pas vous donner des objets que vous n'aimez pas. D'accord ? Donc, voilà. Je ne vais pas dire fixez le piment, par exemple. Vous n'aimez pas le piment, fixez le piment. Ça va être très piquant. Donc, donnez-vous la possibilité d'avoir un objet de méditation dont vous êtes en accord avec. Ça peut être une personne, ça peut être un visage, ça peut être une situation, ça peut être un état, ça peut être ce que vous voulez, votre respiration si vous voulez. D'accord ? Donc on va méditer en prenant conscience juste de cet objet, sans vous décaler de cette attention. Parce que vous aimez l'objet. C'est agréable pour vous. Donc si c'est agréable, logiquement, vous êtes concentré constamment dessus. Alors ne trichez pas. C'est pas parce que vous voyez le Bouddha, vous dites il est trop marrant, que vous dire je suis toujours en méditation. Non. C'est la conscience et pas les yeux. D'accord ? Essayez juste de voir à quel moment vous êtes sorti. C'est cette attention-là. Vous avez un objet, vous regardez l'objet, et l'attention derrière va voir à ce moment-là, ou la conscience derrière va voir à ce moment-là que vous êtes parti. Est-ce que vous comprenez ? D'accord ? Donc on va faire cet exercice. Voilà, prenez le temps de réajuster votre posture. On va reprendre la posture. Prenez aussi un instant pour choisir l'objet. Et quand vous êtes prêt, on y va. Cette concentration. Qui a gagné ? Vous voyez, c'est quand même extraordinaire, c'est qu'on se concentre sur quelque chose qui est agréable pour nous. Et on n'arrive pas à se concentrer tout le temps. Alors imaginez ce qui est désagréable. Donc ça explique pas mal de choses chez nous, comment nous fonctionnons. Vous avez au début votre mari, c'est trop agréable. À un moment donné, vous vous lassez, donc vous n'êtes plus attentif à lui. Et c'est un peu cette sensation-là. Je médite sur ma respiration, c'est normal, c'est logique. Il n'y a rien on va dire, voilà, d'attractif, on pourrait dire comme ça. Dans la vie de tous les jours, on aime bien ce qui nous attire, ce qu'on aime bien, ce qui est une distraction, une attraction pour nous. Vous voyez, quand vous vivez dans ces mouvements de montagne russe, c'est comme ça, eh bien, vous perdez rapidement l'attention. C'est pour ça qu'on dit, et si je me concentre, c'est-à-dire ma conscience, mon attention se concentre sur un objet devant moi, à un moment donné, je vais perdre cette conscience. Et c'est normal dans un sens, parce qu'on est pris dedans.
pour ça que on va dire, le conseil qu'on doit se donner, c'est de dire quand est-ce que je suis sorti. C'est pas quand est-ce que je suis encore dedans. C'est à quel moment j'ai changé ma direction. En fait, c'est ce moment-là que vous pourrez apprendre de vous. C'est pour ça que dans la vie, on dit souvent, on pose souvent la question, qui est-ce qui cherche le bonheur? On dit souvent, il y a même un film, à la recherche du bonheur. Est-ce que vous cherchez le bonheur? Oui, et vous l'avez trouvé. On pourrait poser une autre manière la question, c'est quand est-ce que je sors de ma souffrance? En fait, quand vous n'êtes pas dans la souffrance, il n'y a rien à dire, vous êtes bien. Quand vous êtes dans le bonheur, pas besoin de le chercher. C'est peut-être chercher les moyens à se libérer de la souffrance que chercher les moyens pour attraper le bonheur. C'est vrai que dans un sens, c'est opposé à ce moment-là, mais en cherchant à sortir de la souffrance, nous sommes obligés de comprendre qui elle est, comment elle fonctionne, pour pouvoir s'en sortir. Et ça, c'est tout l'aspect de la pratique méditative. C'est-à-dire qu'on n'est plus orienté vers quelque chose qui est agréable, mais on est orienté vers quelque chose qui est désagréable. C'est parce qu'on fixe quelque chose d'agréable que ça devient désagréable. Et donc, on change de direction. Et c'est très subtil, hein, dans un sens. C'est pour ça que quand vous méditez, ne cherchez pas quelque chose, ou ne cherchez pas un confort dans la posture, dans l'agitation. À ce niveau, ne cherchez pas. Laissez les choses vivre, et c'est là où vous pourrez rencontrer, c'est-à-dire voir ce qui se passe. Je ne sais pas si vous comprenez tout ce processus-là, c'est ce point subtil qu'il faut aborder dans notre pratique. Et pas simplement, je fixe, ou je suis attentif ou concentré sur quelque chose d'agréable pour moi. Et donc, je reste à ce moment-là. En fait, celui qui reste dans ce sens, dans la pratique méditative, ne pourra jamais évoluer jusqu'à un moment donné se libérer. Parce que dans un confort, on veut rester dedans. Donc comme vous voulez rester dans votre confort, vous êtes prisonnier. Tandis que quand nous pratiquons la méditation, c'est pour se libérer. C'est l'inverse. Donc si nous méditons pour s'emprisonner dans un autre système, ce n'est plus de la méditation. C'est pour ça que quand nous comprenons ce processus, hein, simplement à ce niveau, eh bien, on arrive petit à petit à s'en détacher. C'est pour ça qu'il faut préparer le terrain. Préparer le terrain ici, c'est de s'observer ici, ça veut dire revenir ici avant d'ouvrir les sens dehors. On s'observe d'abord là pour dire, juste avec ce niveau ou cette ouverture de sens si vous voulez, mais s'observer comment ils sont vis-à-vis de moi-même, avec moi-même. Quel est son impact? Lui, il va dire, avec ce que tu sens, c'est agréable pour toi. Juste observer en fait cet échange que j'ai avec ce sens-là. En fait, j'observe simplement. Parce que quand dans un sens, on s'ouvre à soi-même. Quand on va s'ouvrir aux autres, la souffrance des êtres, l'affection des êtres, enfin,
lié à notre ouverture de conscience des sens, forcément, on a un cœur, ça nous touche de ce qu'on voit, que ce soit la souffrance liée à la guerre, à la famine, à la pauvreté, tout ça, même nos proches, on va être pris par ça. Mais si on ne s'observe pas à ce moment-là, eh bien, tout le travail qu'on a fait avant, eh bien, on l'a perdu. Ça veut dire une personne qui pratique dans ce type d'expérience, qui font ce type d'expérience-là, c'est une personne qui va s'isoler dans la pratique méditative. C'est pour ça que pour préparer le terrain, nous devons aussi méditer sur ce qui est désagréable. Eh bien oui, mais quand tu ouvres tes sens, en fait, il y a de moins en moins de désagréable. Tu vois ? Ça dépend. Ah, pardon. Ça dépend. Parce que si nous méditons que pour chercher ce qui est agréable, c'est comme si nous nous enfermons dans un monde. C'est comme quelqu'un qui va construire un environnement de confort de méditation et qui va méditer dessus. Mais il faut préparer tout ça. C'est pour ça que quand nous méditons, il faut méditer à un certain moment sur l'autre partie où on a oublié de voir. Comme une personne qui doit voir que ses défauts. Hein? Vous avez des défauts, mais vous ne regardez pas vos défauts, vous regardez que vos qualités pour vous montrer aux autres. Et au lieu de regarder les qualités des autres, vous regardez les défauts chez les autres. Et surtout, ceux que vous n'aimez pas. Vous voyez que les défauts chez ces personnes-là. Donc, là, vous inversez le sens pour rééquilibrer. Parce que vous suivez un sens et il y a un déséquilibre qui s'est réalisé en vous. Maintenant, vous devez inverser. C'est comme quelqu'un qui tire la corde. S'il ne prend pas conscience que la corde, elle est trop tendue et qu'à un moment donné, ça va se briser, eh bien, elle ne va pas lâcher. Mais si elle prend conscience que là, ça va se briser, ou même elle sent que ça va se briser, eh bien, elle va lâcher. On dit, on lâche le morceau. Et comme dans une discussion, vous avez un conflit avec une personne, vous rajoutez une couche, l'autre ne veut pas se laisser faire, va rajouter une autre couche, sans arrêt comme ça. Et à un moment donné, même si vous savez que la relation, elle va se casser, et bien vous continuez. Vous obstinez, vous dites, je ne lâche pas le morceau. Ça, c'est de l'ignorance. C'est pour ça qu'il faut prendre conscience, préparer le terrain pour dire, je n'ai pas besoin d'une personne pour me dire, il faut que je lâche. Je sais à quel moment je dois lâcher. Je sais que là, ce n'est pas utile de continuer, de me nourrir cette relation de cette manière. Je vais lâcher. La sagesse, l'intelligence de la sagesse s'opère à ce moment-là. C'est pas que tout se passe bien, on dit je suis sage. Je suis sage parce que j'ai pu prendre une décision qui me permet de préserver une relation. La sagesse, elle s'opère à ce moment-là. Donc je pense que quand nous pratiquons la méditation, il faut voir les choses sous toutes les formes et pas simplement s'isoler ou se focaliser sur quelque chose qui nous parle, qui rentre en accord avec nous-mêmes. Si vous devenez une personne qui reste en accord avec un désaccord que vous avez, il n'y a plus de problème. Mais si vous restez en désaccord et vous vous écartez, là vous allez limiter votre ouverture. Donc si vous limitez votre ouverture, nous ne pouvons plus nous considérer comme des êtres sensibles aux autres êtres. Nous serons juste sensibles à nous-mêmes et pas aux autres. Hein? Vous voyez, comme sur une balance, quand tu parlais de dualité, vous pesez les choses.
Quand vous allez, avant, il n'y avait pas de pèse, on appelle ça les pèses nourriture, les pèses fruits. On avait une balance, là, on mettait les poids, vous voyez? Je ne sais plus comment on avait, Robert Vial, ou je ne sais pas, enfin, je ne sais plus le nom exactement de la balance. Bah, vous voulez un équilibre. Quand vous voulez un équilibre, il faut le même poids. Vous voyez? Mais il y en a qui disent « Eh ben, je vais un peu tricher. » Non, ils vont, je ne sais pas, trafiquer leur balance et puis tricher pour gagner un peu plus. Mais c'est parce que cette personne vit dans la dualité. C'est qu'elle vit juste sur un côté du plateau. Tandis que celui qui achète, bah, il vit sur l'autre plateau. Donc, mais voyez, ça c'est notre monde extérieur. C'est un monde extérieur qui veut l'égalité entre les êtres et qui intérieurement n'applique pas l'état d'égalité. Ça, c'est ce que le Bouddha a toujours réfuté. Hein, vous avez Martin Luther King qui a fait un rêve, mais c'est un joli rêve qu'il a fait, de vivre tous heureux et libres. Mais on peut extérieurement appliquer ça, mais intérieurement on peut être prisonnier de nos travers, de nos schémas, de nos émotions. On voit que c'est pas possible d'être libre complètement, intérieurement et extérieurement. Donc, quand on parle d'égalité, on voit tout de suite l'image de la balance, la justice ou l'injustice. Mais toutes ces balances-là, c'est nous, en tant qu'êtres humains, qui ont généré derrière, qui ont conceptualisé et qui ont juste essayé d'appliquer. Réajuster, c'est régler. Et régler, ce sont les règles qu'on nous impose, qu'on nous donne, qu'on nous montre. Et donc on doit régler pour que ce soit équilibré. Le bouddhisme parle de l'égalité de manière beaucoup plus profonde. Lorsque le Bouddha est devenu éveillé, c'est-à-dire le prince, lorsqu'il est devenu un Bouddha, il a donné un message au peuple indien qui pratiquait l'hindouisme à l'époque, c'est tous les êtres ont le sang rouge et les larmes salées. Tous les êtres. Juste en disant ça, ça réveille les consciences. Dire « Ah, on est tous pareils ». Juste dire « on est tous pareils », ça nous met au même niveau. Vous voyez ? Si on comprenait ce type de message du Bouddha, ben on dira tout simplement « Pourquoi est-ce que je me mets dans cet état face à cette personne ? Pourquoi je veux lui piquer du matériel ? Pourquoi je veux le détruire ? » Juste en comprenant ça, on doit regarder les autres à notre niveau. Et ça devrait nous parler. Et le deuxième message qu'il a donné, tout le monde peut devenir comme lui, un Bouddha. Ça nous donne une possibilité de perception chez les autres pour qu'on puisse s'améliorer, pour qu'on puisse se changer et éviter de détruire ce qui nous entoure. Je ne sais pas si c'est vrai qu'on pourrait devenir un Bouddha. Si vous croyez, vérifiez. Si vous ne croyez pas, vérifiez quand même. Donc quand vous allez vérifier, vous saurez que vous serez un Bouddha, donc vous dites c'est ok pour lui. C'est pour ça
que nous, en tant qu'êtres humains, et je ne parle pas de l'égalité entre tous les êtres vivants, parce que là on va beaucoup plus loin, simplement entre nous. Si vraiment nous appliquons cette qualité d'égalité, nos sens qui se connectent au monde extérieur ne devraient pas en faire toute une histoire, dans le sens différencié. Déjà, si la conscience différencie ou discerne les différents, les êtres, nous, avec les autres, il y a déjà une inégalité. Vous voyez, si vous dites j'ai pas de beaux cheveux, mais la personne elle a de beaux cheveux, c'est injuste. Je veux les mêmes. Comment je pourrais mettre une perruque? Donc si notre perception reste que à ce niveau, forcément, on verra le monde extérieur et les situations injustes. Mais si nous nous basons uniquement sur ce qui est juste, si nous nous basons que sur ce qui est juste et qu'on utilise cette perception, eh bien on verra l'égalité partout. C'est pour ça que si vous regardez votre ennemi qui est en train de vous faire souffrir et que vous voyez, lui, c'est un futur Bouddha, il n'y a pas de raison à faire souffrir cette personne ou à répondre. Parce que l'état, c'est un état universel, c'est un état naturel, c'est une nature, il n'y a pas de limite. Comme la nature n'a pas de limite, on ne peut pas trouver de frontières. On regarde l'action des êtres sans voir l'intérieur des êtres, la qualité, la nature des êtres. C'est pour ça que ce que nous voyons, c'est que la surface. Nous ne pouvons pas comprendre à ce moment-là ce qui se passe. Peut-être que lui, il a des intentions, peut-être propres à lui, peut-être égocentriques, égoïstes, que pour lui, pour son... pas forcément pour son pays, peut-être pour son cercle. Mais il a quand même des intentions, des raisons pour lui qu'il considère positifs, bénéfiques. Nous, de l'extérieur, nous sommes des êtres sensibles, honnêtes, respectueux. On projette tout ça sur cette personne, sur ce qu'il fait. Forcément, il y a des choses qui ne vont pas être au même niveau. Mais cette différence de niveau vient tout simplement de nos projections. C'est pour ça que nos projections qu'on réalise ici n'est pas une projection d'égalité, basée sur l'égalité. Ce qui est basé sur l'égalité, c'est toutes les natures qu'on incarne intérieurement. La bienveillance, la compassion, l'amour inconditionnel, la générosité, l'éveil, la sagesse. En fait, si vous incarnez ces états, tout ce que vous projetez, tout ce que vous voyez, eh bien, c'est lié à ces états. Donc, si vous voyez la compassion vis-à-vis d'une personne que vous aimez, grâce à cette nature, parce que ce n'est pas un concept de compassion. Un concept de compassion, on joue encore sur la balance de dualité. Vous ne jouez plus dessus, vous êtes au milieu de la balance. Que le plateau tombe d'un côté ou de l'autre, vous serez toujours au même niveau, l'égalité. Donc quand vous voyez que le plateau bascule d'un côté, vous allez aider.
quand vous voyez que le plateau bascule de l'autre côté, en sachant que le vendeur, c'est un voleur, il triche, eh bien, vous allez aider. Mais vous n'allez pas avoir une projection à ce moment-là d'image du vendeur comme un tricheur, comme un voleur. Vous allez juste avoir l'image d'une personne qui peut évoluer, qui peut changer intérieurement, qui peut amener une qualité lorsqu'il va exercer plus tard ce métier. C'est quelque chose qui est très profond, qui touche en fait ici. Ce n'est plus nos sens ici en interface avec le monde, c'est quelque chose qui nous anime à travers notre cœur. Quand on veut être basé sur l'égalité, il faut que le cœur voit les choses et pas le mental. Le mental, c'est lui qui fera la différence. C'est lui qui va briser cette image de qualité. Donc, que ce soit ces personnes ou d'autres personnes, si nous voulons vraiment suivre la perception du bouddhisme ou du Bouddha, nous devons changer nos perceptions. Et le monde pourrait à ce moment-là vu d'une autre manière. En fait, c'est le monde, il ne change pas, mais nous, on le voit d'une autre manière. Et c'est cette manière-là qui va nous permettre de nous rapprocher de la personne. Et peut-être d'avoir cette intention ou cette motivation d'aider correctement cette personne à reconnaître ses actions, reconnaître l'impact de ses actions, et peut-être, petit à petit, à vouloir changer à un moment donné. Oui. Est-ce qu'on peut voir l'action des moines qui font la marche pour la paix en ce moment aux États-Unis être dans cette démarche? Je ne sais pas si vous suivez. La paix, c'est une qualité universelle. Donc, tout le monde doit vivre dans cette qualité et peut vivre dans cette qualité. L'image que donnent ces moines, c'est une image de possibilité. Alors, souvent, on entend hope, espoir. C'est cet espoir d'ouvrir en fait les yeux à l'humanité, au monde entier, pour qu'on puisse se réveiller et de récupérer cette paix et donc cette égalité. En fait, l'égalité ramène la paix. La paix et l'égalité, c'est la même chose, en quelque sorte. C'est comme la liberté. Quand vous êtes libre, vous serez en paix à ce moment-là, libre de toute chose intérieurement. Donc, ces qualités, en fait, sont tous liées. Mais à cause de nos perceptions, en fait, nos perceptions sont comme des voiles de couleurs qui se mettent devant, et que quand on regarde à travers ces voiles, et on voit à travers ces voiles. Et donc, c'est, entre guillemets, quelque chose qui n'est pas clair, hein, en quelque sorte. C'est pour ça que si nous voulons voir les choses de manière claire, il faut travailler pour enlever ces voiles chez nous. Et c'est ça aussi le sens que le Bouddha a donné lorsqu'il a dit que tous les êtres qu'on rencontre, c'est au moins une fois un de nos parents dans nos vies passées. Il nous rappelle ça pour qu'on se dise, la personne que je suis en train de faire du mal, c'est un de mes parents. Comment pourrais-je ? Je m'arrête tout de suite pour dire, il faut que j'évite. Si la personne n'était pas là, je ne serais pas là aujourd'hui. Vous comprenez ? C'est pour qu'on puisse prendre conscience et pointer notre attention sur ça, sur ce niveau universel, et qu'on se dise, mais il faut que j'arrête. Je fais du mal à des personnes autour de moi, que ce soit mes enfants, mon mari, etc. C'est un de mes parents dans mes vies passées. Comment pourrais-je faire ça ? Et ça, c'est un niveau d'égalité incroyable, très puissant, très fort en même temps.
je sais pas, maintenant que je vous ai donné un peu d'idées, on va dire comme ça, de conscience, essayez d'appliquer ça dans la vie de tous les jours, à partir de demain ou lundi, quand vous allez au travail ou quand vous rencontrez des personnes. Essayez d'appliquer ça. Ça veut dire, votre perception de ces personnes, c'est une perception de famille, de lignée. Imaginez avoir ça. Ben, la vie, elle va changer autour de vous. Et c'est ça l'égalité. Si on dit que tous les êtres vivants ont cette aspiration de la vie, jamais on va détruire les êtres vivants, même le plus petit être vivant qu'on rencontre. Vous voyez, s'ils aspirent à vivre, nous aussi, nous voulons vivre. Mais si nous voulons vivre, il faut aussi laisser les autres vivre. C'est quand même une conscience très puissante, hein, vis-à-vis de ce qui nous entoure et comment on voit les choses. Et c'est là où on se rend compte que tous les schémas qu'on génère, c'est lié à notre ego. L'ego, il y a l'inégalité dedans. Quand il y a ego, il y a inégalité. Quand il n'y a pas d'ego, il y a égalité. C'est pour ça que quand vous développez, que vous reprenez les qualités en main, où il n'y a pas d'ego dedans, eh bien vous savez que ce que vous faites est lié à l'égalité pour les êtres. C'est pour ça que dans la méditation qu'on adopte, qu'on fait ici, c'est cette méditation sur l'égalité. Dans la posture, dans le lâcher-prise. Vous lâchez, c'est pour vous libérer. Vous libérer, c'est être libre intérieurement et retrouver cette nature d'éveil, cette nature d'égalité. Et c'est dans ce sens que vous pourrez aider à ce moment-là les êtres. La peur est un état d'inégalité. Un être frappe à votre porte, vous demande « Est-ce que tu peux m'héberger ?» Si vous avez peur de cet être-là, peur de ce qu'il va faire, peur de son énergie, peur de ses pensées, peur de ce qu'il va vous dire, eh bien là, vous vivez dans l'inégalité. Tous les êtres ont droit de vivre en paix, droit de vivre heureux, mais vous coupez à ce moment-là. Surtout dans la voie du Bodhisattva. Ceux qui ont pris les vœux de Bodhisattva, c'est à cause de la peur que vous cassez le chemin du Bodhisattva. Le Bodhisattva n'a pas peur d'accueillir les êtres, parce que son intention et sa motivation, c'est d'aider tous les êtres, quel que soit le type d'être. C'est pour ça qu'il faut faire attention à notre entourage. Parce que notre entourage, que ce soit nos parents, nos frères et sœurs, nos proches, quand ils nous disent quelque chose, si on a une influence, eh bien, on part dans une mauvaise direction. On se dévie instantanément de la voie. Il faut qu'on ait confiance en nous, confiance en nos capacités, en nos qualités, pour pouvoir offrir aux autres ce qu'il y a de meilleur chez nous. L'égalité, c'est partout. C'est pour ça qu'on pratique la générosité. C'est pour rétablir l'égalité matérielle. Quand on donne aux autres, on rétablit ce qu'on a en trop chez nous. Oui. Mais si vous vivez avec l'ego, ben ça ne fonctionne pas. Encore une fois, l'ego vient toujours mettre son grain de sel. Vous voyez l'océan, ou la mer Méditerranée, ou l'océan. Il y a des rivières, des fleuves qui vont se jeter dans la mer ou l'océan. Pouvez-vous me dire les limites de ces rivières dans l'océan ? Non.
Tout est homogène, tout est universel. On voit un peu des couleurs quand même au début. Oui, après ça s'éparpille. Parce que c'est au même niveau. Et c'est ça l'égalité. C'est-à-dire qu'on ne doit plus avoir de frontières entre nous et les autres. La discrimination, c'est ça, c'est juste faire je suis meilleur et les autres non, par la couleur de peau, par l'éthique, enfin, l'ethnie, etc. Vous voyez, et ça crée, ça génère derrière, eh bien, c'est cette désharmonie dans les relations qu'on a avec les autres. Dans le bouddhisme, c'est très clair par rapport à ça. Mais même quand c'est clair, il y a quand même des personnes qui disent « mais c'est inégal ». Mais ça, c'est la perception du monde, ça. Le monde perçoit comme ça. Et c'est comme si vous êtes né malade, c'est injuste. Mais l'égalité, c'est dire que tout le monde suit la loi de causalité. Tout le monde suit la loi de l'interdépendance ou de l'impermanence. Tout le monde suit cette loi. C'est ça qui nous met sur cet état d'égalité. Tout le monde a la possibilité de changer, et c'est ça aussi l'égalité. Si on dit, à l'époque du Bouddha, le système de caste, hein, les esclaves, les paysans, les commerçants rois, les politiciens, et puis les brahmanes, le système de caste, c'est je nais dans une famille d'esclaves, je reste esclave tout le temps. Le Bouddha, il est né exprès, en fait, en Inde, c'est pour montrer que ce type de système ne fonctionne pas au niveau de l'évolution. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais évoluer. C'est-à-dire qu'une personne qui est née dans un caste supérieur, même s'il est complètement à l'ouest du système de ce caste-là, eh bien, il est toujours considéré à ce niveau. Et celui qui est né en bas, même s'il est très intelligent, très développé, eh bien, il est toujours considéré en bas. Vous voyez, c'est le système qu'on a mis. Et nous, dans notre manière de fonctionner, parfois, on fonctionne comme ça, avec ce système-là. Mais à petite échelle, pas à l'échelle d'un pays. Donc c'est ça qu'il faut réfléchir. C'est quand vous le faites, quand vous dites quelque chose, quand vous faites une action, il faut voir si derrière cette action, il n'y a pas toutes ces qualités, animées de ces qualités. Être bienveillant, c'est pas fermer les yeux. Hein? Être bienveillant, il y a toujours cette lumière derrière. C'est ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse est dans toute qualité. Générosité, compassion, la sagesse est toujours derrière. Plutôt devant, comme un filtre. D'accord ? Quand vous êtes bienveillant, ça ne veut pas dire simplement agir d'une manière où les gens disent « mais il est trop gentil, on va profiter de lui ». C'est pas ça, être bienveillant avec la sagesse. Être bienveillant avec la sagesse, c'est comment je peux faire pour aider cette personne à s'éveiller dans sa situation. Quand on parle de sagesse et d'éveil. La semaine dernière, on a parlé d'éveil. Ce que c'est. Et c'est dans cet état de conscience, en fin de compte, qu'on va pouvoir développer cette qualité de bienveillance, mais toujours avec une attention juste. Si vous êtes bienveillant et que la personne profite de vous, ben vous dites « je vais me comporter autrement ». Mais vous décidez de vous comporter autrement. C'est pas vous allez vous énerver, il profite trop de moi, vous allez vous énerver, vous dites c'est fini, je ne veux plus aider. Il y en a qui fonctionnent comme ça. On dit je suis
généreux, je donne, et l'autre, il reste chez lui, il ramasse. Si vous êtes dans cette bienveillance-là, c'est une bienveillance qui sera ignorante, qui sera animée d'ignorance. Donc il faut faire attention, quand vous êtes dans les qualités, qu'il y a toujours cette lumière de sagesse qui suit vos qualités. Il y a forcément, il y a toujours des possibilités habiles et subtiles pour s'adapter à la situation, aux personnes, et d'aider les personnes. Et les bodhisattvas savent très bien le faire. Quand il y a une situation qui est là, qui va rentrer en conflit avec eux-mêmes, ils se mettent dans une posture comme ça, qui va trancher les choses. Ils ne sont pas là à sourire. Ils décident eux-mêmes de transformer leur visage, leur posture, pour trancher leur manière de parler, leur manière de dire. Et c'est comme ça qu'on va aider les êtres. Mais on n'aide pas en n'ayant que le côté bienveillant, dans le sens où on est là, on est tranquille, on va aider, on est gentil, on est au service d'eux. Ça, il faut faire attention, parce que il y a des êtres qui sont assez stratégiques, hein, pour utiliser ce sens-là, et entre guillemets, ils vont dire c'est votre faiblesse. Vous êtes généreux, c'est votre faiblesse. Au contraire, la générosité, c'est une force. Donner, c'est une force intérieure. Donc, si vous voulez réellement rétablir les choses, pas rétablir extérieurement, mais intérieurement chez vous, vous devez identifier dans ce que vous allez apporter, est-ce qu'il n'y a pas cette lumière de sagesse qui va être derrière. Si vous n'avez pas cette lumière-là, ne faites pas. Évitez de le faire. Parce que si ce n'est pas la sagesse, c'est quoi ? C'est peut-être l'obscurité, c'est peut-être autre chose, ou l'ego. Hein. Donc, il faut faire attention lorsque on est dans la sensibilité de ce qui se passe, de vouloir aider les autres. Il faut aider de manière juste, avec du sens derrière, et surtout un apport au niveau en fait du bouddhisme, de la sagesse sur la loi de causalité par exemple, ou l'impermanence, et c'est ça qui va nous construire intérieurement. Comme ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, que ce soit avec l'Amérique ou que ce soit avec la Russie, l'URSS, la Russie, si on n'a pas ce sens-là de logique, on va trouver que les choses sont injustes. On va trouver que c'est pas juste là ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ou ce qui se passe dans les conflits entre ces pays-là. On va pas trouver juste. On va trouver que c'est pas juste de voir les personnes mourir, de voir des familles qui n'ont rien fait, qui meurent, des enfants, etc. On va voir ça. On va trouver injuste. Et c'est cette injustice-là qui va nous faire projeter une image de dire je ne suis pas d'accord. Et donc c'est pas l'égalité ici. Et après on va tenter. On va tenter de réagir et d'agir en même temps. Et quand c'est pas juste, soit on a tout le pouvoir qu'il faut, on va rétablir la justice avec nos pouvoirs. C'est souvent ce qui se passe dans le monde politique par exemple, le monde militaire. On se met des pouvoirs et on utilise ces pouvoirs-là. Je ne sais pas ce que ça veut dire, pouvoir. C'est l'autorité, c'est la force de parler, c'est ce qu'on dégage. Enfin, il faut bien définir ce que c'est le pouvoir. Quand vous dites, là, vous êtes monté d'un grade, c'est quoi le grade ? L'égalité dans le bouddhisme, c'est aussi de ne pas voir que les êtres ont des grades, ni du pouvoir. C'est nous, en fin de compte, on se met une image, une étiquette, et on joue avec.
Et ça, c'est juste une projection de soi-même, sur soi-même. C'est pour ça que le Bouddha a dit non, ça il n'y a rien qui nous guide vers ça. Même le Bouddha, il disait, je ne suis pas un Bouddha. Vous dites que je suis un Bouddha. Je ne suis rien de tout ça. J'ai juste retrouvé une nature chez moi. Et rien de plus. L'égalité, ce n'est pas au niveau du bouddhisme. L'égalité, ça a toujours existé de manière universelle. Il a juste rappelé pour que les êtres puissent se réveiller dessus et dire, il faut que je change de posture. Si on prend cette posture, un patron qui est directeur de son entreprise, il doit voir ses employés au même niveau que lui. Vous imaginez cette transformation de dire je suis au même niveau que vous, c'est pour ça que je vais travailler comme vous. Sauf c'est moi qui a créé la société. Je suis à l'initiative d'apporter aux autres un travail parce que j'ai cette capacité de gérer, de manager, etc. Mais pour que je puisse comprendre ce que vous viviez, il faut que je puisse travailler comme vous. C'est-à-dire sur le même terrain. Et c'est ça, en fin de compte, l'égalité. C'est pour ça qu'on ne peut pas être là et puis donner des ordres à tout le monde et dire c'est moi le big boss. Non. Ça, c'est une illusion qu'on se crée et on va en souffrir. Le moment où une personne se rebelle contre le big boss, il n'est pas content. Mais il a créé toute cette carapace. S'il n'avait pas cette carapace, on ne va jamais se rebeller contre lui. Si quelqu'un à la tête d'un pays vivait comme les autres, mangeait comme les autres, touchait comme les autres un salaire, il n'y a pas de problème. Conduirait sa propre voiture comme les autres, il n'y a pas de problème. Et l'égalité, c'est cette notion qu'on doit comprendre pour petit à petit essayer d'aborder ça avec nous-mêmes. C'est en fin de compte sur nous qu'on doit travailler. On doit travailler cet état de stabilité, de paix intérieure, d'égalité intérieure avec nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faut retrouver rapidement les qualités universelles, inconditionnelles en nous, pour qu'on puisse vraiment donner cette possibilité aux autres. Et je pense qu'il y a des grands personnages, des grands hommes qui ont compris au cours de l'histoire, ceux qui ont le prix Nobel de la paix ont compris que la paix c'est universel, c'est pas quelque chose de construit, c'est pas en faisant la guerre, c'est pas en arrêtant et en détruisant les autres qu'on va retrouver la paix. C'est juste une paix construite, conçue par l'esprit de cette personne, et c'est tout. Mais c'est pas quelque chose d'universel. Donc il faut prendre l'image de ces personnes-là et de comprendre pourquoi ils ont vécu pour ça, pourquoi ils sont motivés à vraiment montrer cette image-là, et c'est cette compréhension-là qui va nous permettre, nous aussi, de construire chez nous ce sens. Il y avait une histoire comme ça où le prince, quand il était jeune, il avait son cousin Devadatta, donc qui est en train de chasser. Il voyait dans le ciel une noix, donc prenait son arc et puis Devadatta a tiré sur l'oie. Il a touché, l'oie est blessée, donc il est tombé sur le sol. Et là, le prince, donc le futur Bouddha, a vu donc cette oie en souffrance. Donc, par compassion, il est venu, puis il l'a pris dans ses bras et Devadatta a vu ça, il a dit non, tu me rends, c'est mon oie, tu
tué, enfin, j'ai touché cette toit avec ma flèche, donc tu me le rends. Et le prince, donc Gautam Siddhartha, a dit non, c'est pas possible que c'est à toi cette toit. Et donc il y a eu une grosse dispute entre eux, et donc c'est remonté jusqu'au royaume, et donc ils ont apporté cette toit devant donc des sages, des brahmanes sages, et il y avait le père, le roi du prince. Et là, Devadatta a dit devant l'assemblée, voilà, j'ai pris ma flèche, j'ai touché Loi, et Loi est tombée, donc c'est à moi, j'ai touché. Et là, le futur Bouddha a dit, Loi appartient à celui qui le sauve. Et il a dit, la vie d'une personne appartient à la personne qui sauve cette vie. C'est là où les sages ont entendu ce que le prince a dit, ils ont dit, c'est logique. La vie ne peut pas appartenir à une personne qui vole la vie. C'est logique. Et c'est à ce moment-là où cette image qu'on a souvent dans les dessins de l'histoire du prince, où Loi en fait a été sauvée par le prince, et ça montre en fait l'image de la vie tout simplement, que tous les êtres ont cette possibilité de vivre. Oui. Et donc ça nous montre nous-mêmes, à nous, lorsque vous voyez une araignée ou un moustique, vous pouvez vous rappeler de cette histoire. Pour vous dire, cet être-là a le droit de vivre. Pourquoi ? Parce que cet être-là, si vous continuez sur ce que j'ai dit, est un de vos parents dans vos vies passées, mais un de vos maîtres dans les vies futures. Juste cet insecte que vous voyez dans cette vie. Donc c'est une capacité pour nous d'avoir ce sens-là d'égalité vis-à-vis de tous les êtres, et de considérer que tous les êtres traversent comme nous des étapes de souffrance, des étapes de joie, et que c'est pas votre souffrance, c'est pas votre joie. Et ça vous permet, vous, de considérer la souffrance des êtres comme votre propre souffrance. Et que le bonheur des êtres, c'est votre bonheur. Et c'est dans cet intérêt que le bouddhisme et que le Bouddha a montré ses qualités, pour que les gens y réfléchissent. Est-ce que vous avez des questions sur cette notion d'égalité ? Non, vous voyez que tout le monde, c'est pareil. Le problème, c'est qu'il y a trop de personnes qui voient pas ça. C'est un peu le souci du monde actuel. Donc, aidez-les à changer de paire de lunettes. Il faut les aider. Je pense qu'il faut leur montrer par notre attitude. Vous voyez quelqu'un qui est en prison, vous dites il a fait ceci, cela, montrez maintenant. Allez rencontrer cette personne, discuter avec elle, essayez d'échanger, de comprendre. Je pense que c'est une vraie possibilité aussi de se montrer, voilà, dans cette vision que tous les êtres sont au même niveau. En fait, forcément, si vous prenez 1000 personnes, demandez qui est-ce qui a ses yeux
qui utilise ses yeux pour les autres au même niveau. C'est très peu. Faut être logique, clair par rapport à ça. Donc si vous comprenez ça, eh bien à vous de changer ça. Vous changez par votre manière de voir, de regarder les autres, de ne plus considérer les autres comme votre ennemi, par exemple. Donc plus vous allez dans ce sens, ne cherchez pas la petite bête, ne cherchez rien. Vous êtes là pour dire « eux, c'est moi ». Et là, vous serez vraiment dans la qualité de Bodhisattva, le chemin que vous menez pour éveiller, aider les êtres à s'éveiller. Forcément, la conception du karma, la logique du système de causalité va vous rappeler, c'est un système de sagesse, donc ça va vous rappeler sur vous, sur votre manière de vous comporter, de réfléchir, de projeter sur ces personnes. Plus vous considérez que c'est le système de karma qui anime vos relations avec les autres, qui anime votre vie, plus ce sera facile pour vous de lâcher. De dire, c'est normal, c'est logique. C'est pour ça que la sagesse, c'est cette image-là, ce filtre du karma qu'on met devant nous pour derrière voir les choses autrement. Le monde, il va pas forcément dans le bon sens, mais c'est pas grave. Ne prenez pas ça pour une gravité. Si vous projetez une gravité dessus, il y a l'ego qui suit. Parce que le monde, il va dans un processus selon la logique du présent. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Toutes les situations du futur sont conditionnées par le présent. Que vous soyez ici avec votre conscience mentale en disant « je prends conscience du ciel », qu'une autre personne qui se trouve aux États-Unis, qui regarde le ciel, qui a une conscience mentale aussi, qui dit « je prends conscience du ciel », est-ce que le ciel est différent ou est-ce que c'est le même ciel? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que c'est le même ciel ou est-ce que c'est un ciel qui est différent? Non, c'est le même ciel. Très bien. Voilà, très bien. Ce qui veut dire que la personne ici a une perception étroite. C'est comme si l'attention fige la perception. L'attention, c'est ça. C'est une direction qui fige la perception. Mais comme on ne voit pas, nous, le ciel de manière large, on voit qu'une zone. Et comme on voit une zone, on pense que c'est que ici, sans savoir qu'une autre personne plus loin voit au même niveau que nous. Mais par contre, une personne ici qui voit les nuages et une autre personne ailleurs qui voit aussi les nuages, c'est pas les mêmes. Ils sont pas au même niveau de conscience. C'est pour ça que si nous voulons être au même niveau de conscience, on doit progresser de la même manière. Quand vous méditez et que vous vous focalisez sur un objet et que vous n'êtes pas en train de vous voir focaliser sur un objet, eh bien c'est comme si vous regardez les nuages. Et une autre personne qui se focalise sur un autre objet, si elle-même ne voit pas qu'elle est en train de regarder l'objet, eh bien c'est pareil. C'est juste au niveau des nuages. Mais si on veut voir au niveau du ciel, eh bien on doit se focaliser sur l'objet et l'autre personne aussi. Et là, on se connecte au même niveau de conscience. Et donc, collective ou individuelle, c'est lié au niveau du mental. Et c'est très restreint, parce que le mental
à ce niveau suit aussi l'attention. Tandis que si on va au niveau du ciel, eh bien on sort de la conscience mentale. Et la méditation nous permettra de nous élever au niveau du ciel pour voir le niveau de la conscience mentale. En fait, c'est pour ça que quand on parle de l'éveil, c'est tout le monde au même niveau. Quand on parle de conscience du ciel, tout le monde a cette conscience infinie et pure. Souvent, on ne sait pas comment arriver au niveau du ciel, mais on sait comment arriver au niveau du mental. C'est pour ça que quand nous méditons, c'est souvent la conscience mentale qui voit, qui observe un son, une image, une odeur, un goût. C'est la conscience mentale. Mais vous voyez, quand le goût, il est piquant, eh bien la conscience mentale n'est pas contente. Vous voyez, quand vous méditez, qu'il y a un son de perceuse là, juste à côté de votre oreille, qui grince, c'est pas le niveau mental. C'est pas le niveau du ciel, c'est le niveau mental. C'est pour ça que vous n'êtes pas bien, vous êtes perturbé. C'est parce que si vous observez que vous êtes perturbé, et bien là vous montez. Quand vous observez que vous êtes perturbé, et bien c'est cool. Vous lâchez, même si le son est là. C'est ça qu'on expérimente des fois dans la pratique méditative sur les douleurs qu'on a au niveau du corps. Quand on reste longtemps, des fois il y a des douleurs. Si vous restez à fixer la douleur, eh ben ça s'amplifie. En fait, ça ne s'amplifie pas, c'est toujours la même douleur, mais vous en faites toute une histoire derrière. C'est pour ça que les choses s'amplifient. Mais si vous dites que là, ok, et vous observez que vous êtes en train d'observer la douleur et que vous êtes en train de focaliser dessus, eh bien vous lâchez et il n'y a plus de douleur. C'est quelque chose de très logique dans la pratique méditative. Il y a plein d'exemples comme ça, mais les exemples qui sont assez habiles et subtils, c'est compliqué de s'en sortir parce que on ne touche pas encore le ciel à ce moment-là. Ça, on dit « je suis conscient de ma conscience ». Alors les gens disent « mais complètement taré ». C'est ça. Et vous dites ça. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre à travers l'expérience ces niveaux-là. C'est votre expérience. Et c'est pour ça que des fois, je reconnecte votre attention sur les processus d'expérience dans votre pratique méditative. Quand vous avez mal, c'est OK. Vous voyez que vous avez mal. Si vous bougez parce que vous avez mal, ben vous regardez que vous êtes en train de bouger. C'est juste attirer votre attention dessus et connecter un autre niveau de conscience sur ça. Est-ce que vous comprenez c'est difficile. Je ne dis pas que c'est facile. Je dis que c'est difficile, mais il faut s'entraîner. Parce que le ciel, lui, il est très lumineux. C'est cette force, en fait, cette lumière, cette conscience. C'est pour ça qu'on dit, pour être éveillé, il faut juste voir les phénomènes tels qu'ils se présentent. Juste voir. J'entends, ok. Je vois, c'est ok. Juste voir. Vous voyez, quand je sonne, c'est ok. Quand j'arrête, pourquoi t'as arrêté? Au lieu de dire c'est ok. C'est parce que vous voyez, c'est ok, ça veut dire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mots à dire. Les gens disent ah mais c'est trop berçant, c'est trop. Mais ça c'est votre délire, ça. Bien sûr, on verra toujours les choses qu'on aime bien beau. Bien sûr. Et ce qu'on n'aime pas, on va dire que c'est pas beau. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais c'est pareil pour un son. Vous allez dire, ah, c'est pas Céline Dion, mais ça fait bien. Et c'est comme ça que le Bouddha a toqué la tête d'Ananda lorsqu'il a tapé. Ah, est-ce que tu entends? Oui, j'entends, maître Bouddha.
Oh, est-ce que tu entends? Non, j'entends pas, maître Bouddha. Et Bouddha, est-ce que tu entends? Oui, j'entends, maître Bouddha. Est-ce que tu entends? Non, j'entends pas. Et le Bouddha, il a pris le bâton et il a tapé sur la tête d'Ananda pour dire: mais si tu vis toujours dans la dualité, comment tu peux t'éveiller? C'est pour ça, il ne faut rien dire. Ouh, ok. Voilà, je pense, voilà, vous avez quelques outils pour voir les choses autrement aujourd'hui. Et essayer, voilà, de voir la vie d'une autre façon, vos ennemis d'une autre façon, vos situations d'une autre façon, vos souffrances d'une autre façon. Et je pense que ça peut nous aider, nous, à traverser plus facilement tous les barrières, les forêts épineux qu'on a à traverser. Et le karma, lui, il est différent chacun de nous. C'est pour ça qu'on dit tout le monde a ce cycle de karma, mais pas le même karma. C'est-à-dire qu'on peut utiliser du sucre, de la farine et, je sais pas, des pommes pour faire une tarte aux pommes. Une autre personne utilisera le sucre, la farine et les pommes pour faire autre chose, chaussons aux pommes. Et nous, on dit, mais il n'y a pas d'égalité, parce que l'autre, il voit la tarte et l'autre, il voit le chausson. Le Bouddha, lui, il dit, c'est pareil, ça vient de la farine et du sucre et des pommes. Vous voyez, l'esprit d'égalité, c'est cette perception qu'on doit avoir. C'est pour ça qu'il faut regarder à la source des choses et pas à l'apparence des choses. Et ça nous fait énormément changer. Voilà. On va juste faire la dédicace pour tous les êtres. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tăng thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Merci, encore bonne année, meilleurs vœux, bonne santé à tout le monde.